il y a eu dernièrement un accord entre le RDC et le Rwanda, piloté un petit peu par les États-Unis, et une paix qui a été annoncée. Le président Tshisekedi a présenté l'accord du 27 juin comme un tournant vers une nouvelle ère de stabilité. Vous, comment vous analysez cet accord? Je pense que on peut qualifier cet accord d'accord de capitulation. Les questions de fond n'ont pas été abordées. On a même l'impression que le Congo est allé se faire imposer les volontés du Rwanda. Parce qu'on ne peut pas comprendre cet accord si on ne comprend pas les subtilités de l'implication rwandaise en RDC depuis près de 30 ans. Donc il faut comprendre ces subtilités-là, les subtilités de cette implication pour mieux appréhender le rapport. Parce qu'il y a, vous savez, on dit souvent qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Quand vous lisez comme ça, il y a des belles formules dedans, mais si vous connaissez le dossier des Grands Lacs, vous allez très vite vous apercevoir que c'est le narratif du Rwanda qui a été repris. Et le Congo, qui était au départ demandeur d'un accord avec les États-Unis, on sort totalement dépouillé, si on peut dire comme ça. En fait, c'est vraiment un accord de capitulation. Le président Tshisekedi annonce aussi que cet accord marque réellement une rupture avec les dynamiques de guerre dans l'est du pays. Est-ce que, en sachant que par exemple le M23 est absent de cet accord, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la stabilité du pays? Je ne le suis pas. Et je dois d'abord rappeler que ce n'est pas le premier accord de paix signé avec le Rwanda. Il est quand même important de le rappeler. Il y a eu un accord de paix qui a été signé en 2002-2003, qui avait sorti le pays de près de 4 années de guerre extrêmement violente. Et une guerre qui a vu s'impliquer plusieurs pays africains, poussant d'ailleurs l'ancien secrétaire d'État américain à qualifier la deuxième guerre du Congo de première guerre mondiale africaine. Donc ça vous donne une idée. Donc il y a eu un accord de paix qui a été signé avec le Rwanda. Et malgré la signature de cet accord de paix, la stabilité n'est jamais véritablement revenue dans une grande partie du pays, oui, mais dans la partie orientale, on a toujours eu des problèmes avec le Rwanda. Donc ce n'est pas parce qu'on signe un deuxième, troisième ou quatrième accord que la paix reviendra. Il faut comprendre les objectifs poursuivis par les uns et les autres pour comprendre la portée de cet accord et pourquoi est-ce qu'il a été signé de cette manière-là. Parce qu'il faut rappeler un détail important, c'est que cet accord découle de quoi? C'est le résultat d'abord d'une demande qui a été faite par la RDC auprès des États-Unis pour, d'un côté, demander aux Américains d'investir dans le secteur extractif congolais en échange de soutien diplomatique et militaire des États-Unis contre le Rwanda. Et à la grande surprise de tous, on a vu le Rwanda se retrouver à la table de discussion avec la RDC sous l'égide des États-Unis, alors que la RDC avait justement fait appel aux États-Unis pour se prémunir contre le Rwanda. Et donc, il y a déjà une incongruité au départ. Et par la suite, on a vu, il y a eu la signature au mois de mai. Il y a eu un document qui avait été signé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, qu'on avait appelé le document de principe, l'accord de principe qui avait été signé entre les deux pays et qui avait établi les grandes lignes de ce qui va devenir l'accord qui a été signé le 27 juin dernier. Alors, quand on lit, on se rend bien compte, comme je l'ai dit, qu'on a plus repris le narratif du Rwanda, les revendications, les demandes du Rwanda et pas la demande de la RDC. Comment voulez-vous qu'on parvienne à une véritable paix quand on ne reconnaît même pas que le Congo a été agressé? Nulle part dans l'accord qui a été signé, on parle d'agression. Et donc, pour résumer, pour ceux qui ne comprennent pas, cet accord, on peut le résumer comme suit. Le Congo a créé des conditions défavorables à la sécurité du Rwanda, poussant ce dernier pays à adopter ce qu'ils appellent des mesures défensives contre la RDC. Autrement dit, ce n'est pas le Rwanda le problème, mais le Congo, la RDC le problème. Et c'est ce qu'il est important de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez dans ce rapport, on conditionne la levée de ce qu'on appelle le dispositif défensif du Rwanda à la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, donc la neutralisation des rebelles Hutus qui squattent l'est de la RDC et qui ne représentent pas véritablement un problème pour la sécurité du Rwanda. Les FDLR, c'est ça? Les FDLR, justement. Elles ne représentent pas, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda ne représentent pas une menace pour la sécurité du Rwanda. Or, dans le rapport, on fait de la neutralisation de ces forces pratiquement, quasiment inexistantes, un élément essentiel de la désescalade pour le retour de la paix entre la RDC et le Rwanda.
Et aussi, il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet accord-là, quand vous lisez entre les lignes, ce n'est pas un accord véritablement de paix. C'est un accord, en fait, politique qui va paver la voie à la signature d'un accord économique. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et donc, cet accord n'a pas été conclu dans l'optique de ramener véritablement la paix. Non, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre aux États-Unis de conclure cette fois-ci un accord économique et avec la RDC et avec le Rwanda pour le contrôle, l'exploitation des ressources naturelles congolaises qui ont pendant longtemps été pillées ou exploitées par le Rwanda. Donc, on va en fait légitimer et officialiser la prédation de ressources naturelles congolaises par le Rwanda, cette fois avec l'assentiment des autorités congolaises, avec la bénédiction des États-Unis, dont les compagnies vont profiter de cette exploitation. Pour revenir au M23, donc il n'est pas dans les accords. On va dire du côté du Congo, j'imagine qu'il était hors de question de le mettre dans l'accord, sachant que ça va lui donner une légitimité, alors que le Congo le considère comme un groupe terroriste. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que finalement, il n'y a pas de cessez-le-feu entre les M23 suite à cet accord, puisqu'il ne fait pas partie ni de cet accord, ni on n'a pas abordé la question du M23, il me semble, vous me direz peut-être le contraire dans cet accord. Oui, mais c'est justement ce que voulait le Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la nécessité de comprendre les stratégies ou la stratégie des uns et des autres. Le Congo est dans une position défensive. C'est le Congo qui est dans une position défensive parce qu'il y a une agression rwandaise maquillée par le M23. Le M23 est un paravent utilisé par le Rwanda pour agresser le Congo. C'est ce que nie le Rwanda, mais l'ONU dit que... L'ONU le dit. Bien sûr. Maintenant, dans l'accord, on nous explique que c'est le Congo qui soutient des FDLR qui représenterait une menace pour la sécurité du Rwanda. Et le M23 est présenté comme un groupe congolais. C'est-à-dire que le Rwanda, en fait, se lave les mains dans cette histoire de M23, dans l'accord, tout en instrumentalisant le M23 dans à un autre niveau, puisqu'il y a actuellement, au moment où on se parle, des discussions entre le gouvernement congolais et le M23. Et oui, et quand vous lisez dans l'accord, on parle aussi du M23, mais dans le cadre de cet accord, des discussions qui se déroulent actuellement à Doha. Et ça fait partie de cette stratégie rwandaise qui a toujours eu à déstabiliser le Congo. Depuis la fin officielle de la Deuxième Guerre du Congo, le M23 déstabilise le Congo le Rwanda déstabilise le Congo en utilisant des groupes armés qu'il crée, des groupes armés de circonstances qu'il crée. Et à l'instar du RCD Goma entre 98 et 2002, puis du CNDP en 2008, du M23 première version en 2012, et puis du M23 deuxième version depuis la fin 2021-2022 à ce jour. Et donc le Rwanda joue à deux niveaux. L'accord qui est signé à Washington vise à régler le problème relatif à la question, non pas de la déstabilisation du Congo, mais bien de l'instabilité instaurée dans le pays. Là, je parle du narratif rwandais, à cause du soutien apporté au FDLR. Et si vous lisez ce rapport-là, le mot FDLR est cité près de 43 fois. M23, je crois, près de 3 fois seulement, quand vous lisez tout le rapport. Ça vous donne une idée de l'importance qu'on accorde au narratif du Rwanda au détriment en fait, des demandes congolaises qui consistent à dire il faut demander au Rwanda de cesser de déstabiliser le Congo. Alors, dans cette optique-là, le Rwanda réussit un pari important parce que, d'une part, il se lave les mains de dire, en fait, il se présente comme celui qui est déstabilisé ou qui est en insécurité par rapport au Congo, alors que c'est le Congo qui est déstabilisé. Et d'autre part, il emmène le gouvernement congolais à négocier avec ses supplétifs, de sorte que si l'accord est conclu et que les choses ne se passent pas selon les désidératas du Rwanda, il peut toujours activer le M23 en disant qu'il n'est pas associé au M23. Et à partir du moment où le Congo accepte cette lecture des événements, il se piège lui-même. Et donc, il se piège parce qu'aujourd'hui, le Congo se retrouve à négocier avec le M23, qui est présenté comme un groupe strictement congolais. C'est-à-dire que la déstabilisation du Congo par le Rwanda a cessé d'être une affaire opposant deux États pour devenir une affaire congolo-congolaise, comme l'ont souvent présenté les autorités rwandaises, à cause justement de certaines prises de position du président congolais Félix Tshisekedi. Puisque lorsque les chefs d'État de la région lui ont demandé lors d'une réunion des chefs d'État
des pays d'Afrique de l'Est. On lui a demandé, est-ce que les gens du M23 sont des Congolais ou des Rwandais? Il a dit que c'était des Congolais. À partir de ce moment-là, Kagame s'est lavé les mains. Il peut instrumentaliser le M23, déstabiliser le Congo en utilisant le M23, tout en se lavant les mains, en disant que je ne suis pas impliqué dans cette histoire-là, c'est une affaire congolo-congolaise. Et donc, c'est comme ça que le piège, en fait, de cet accord-là s'est refermé sur le Congo. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'accord de capitulation. Mais il faut comprendre, comme je l'ai dit encore une fois, les subtilités de la stratégie rwandaise vis-à-vis de la RDC. C'est une stratégie qui a des implications multiples et Kagame agit sur plusieurs tableaux en même temps. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui a été signé aux États-Unis et tout en s'attendant en même temps aux résultats des discussions qui se tiennent à Doha entre le Congo et le M23. Lors de son discours du 30 juin, le président congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à exiger justice pour des crimes commis dans l'est du pays, notamment en ce qui concerne les réparations. Pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est que cet aspect il est totalement absent de l'accord de Washington concernant les réparations. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est un oubli stratégique ou une concession politique? Non, je pense qu'on a tout concédé au Rwanda et on doit cesser de jouer avec les Congolais. Le président Tshisekedi ne peut pas, d'une part, accorder au Rwanda tout ce qu'il demande et d'autre part, demander le contraire de ce que dit l'accord. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez au Rwanda des droits légitimes d'intervenir au Congo, entre guillemets, ou en adoptant une position défensive, vous le lavez de tout soupçon, de toute responsabilité dans ce qui se passe déjà, premièrement. Deuxièmement, quand vous lisez cet accord-là, il n'y a aucune place pour les victimes congolaises. Des guerres imposées à la RDC par le Rwanda et même l'Ouganda. Il n'y a aucune allusion aux victimes. Donc cela veut dire que quelque part, nous avons à travers le Congo, à travers cet accord-là, le Congo a lavé le Rwanda de sa responsabilité dans les guerres qui ont été imposées à la RDC. Maintenant, pour être plus sérieux, le président Tshisekedi peut quand même activer, il y a des mécanismes pour emmener les auteurs de ces massacres-là, les crimes commis au Congo devant la justice. On a le rapport mapping et on peut saisir le Conseil de sécurité, demander la mise en place d'une juridiction internationale pour juger les crimes commis au Congo. Ça, on ne le fait pas. Pendant longtemps, moi, je fais partie de ceux qui ont exigé que le gouvernement congolais mettre en place une structure, en tout cas avec le soutien des Nations Unies, de la communauté dite internationale, mettre en place une structure qui puisse juger les crimes commis en RDC. Je rappelle que dans le cas du Rwanda, juste quelques mois après le génocide, le Conseil de sécurité avait voté la résolution 855 qui avait institué le tribunal pénal international pour le Rwanda. À l'époque, on n'a même pas attendu que Kagame assoie son pouvoir véritablement, on avait déjà lancé la mécanique. Dans le cas de la RDC, 30 ans après les crimes perpétrés dans la région, à l'est de la RDC, toujours rien. Et ça, on ne peut pas accuser le Rwanda d'être responsable de cela. Il y a une responsabilité aussi au niveau congolais qu'il faut regarder de manière, qu'il faut reconnaître de manière très claire. Et donc, je ne crois pas que le président Tshisekedi soit sérieux. Je ne crois pas à son sérieux quand il dit que il va mettre en place, on va poursuivre. Non, je pense qu'il veut simplement noyer le poisson au regard de l'énormité que constitue l'accord qu'il vient de conclure, de signer avec le Rwanda aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, sachant que d'un point de vue à la fois symbolique, peut-être économique, le fait de se dire j'écoute la population, etc., ça sera un pas, même si ça aboutit pas, le fait de le faire, en tout cas de se dire voilà, on va se mobiliser pour essayer que ces crimes ne soient pas impunis. Pourquoi ne le fait-il pas, quoi? Est-ce qu'il y a une raison? Je pense que le président Tshisekedi, dès son arrivée au pouvoir, on a observé chez lui une volonté de ménager tout le monde et de ne pas importuner les pays impliqués dans les massacres au Congo. On l'a vu au tout début, il s'est rapproché du Rwanda, du président Kagame, et dans des conditions... C'était spectaculaire, ce rapprochement, au point de déclarer à Kigali que les victimes congolaises étaient des dommages collatéraux, quand même. Les victimes congolaises sont des dommages collatéraux. C'est le président congolais. C'est le président congolais qui l'a dit. C'est très important de le rappeler. Et donc, par la suite, lorsque Kagame a déclaré que le Rwanda n'avait pas perpétré des crimes au Congo, le président Tshisekedi s'est tué et a même dit qu'il va en discuter avec son frère Kagame.
En fait, on a vu un changement de posture seulement après la résurgence de M23 et des propos parfois désobligeants du président Kagame à l'égard du président Tshisekedi. Mais en réalité, je ne crois pas que le président Tshisekedi soit déterminé à rendre justice aux victimes congolaises. Et il faut rappeler d'ailleurs un détail important. L'Ouganda qui a été condamné par la Cour internationale de justice à payer un certain montant aux victimes congolaises. L'Ouganda le fait depuis un moment, mais cet argent aussi est détourné. C'est-à-dire que les victimes congolaises occupent une place marginale aux yeux des autorités congolaises et surtout du président Tshisekedi qui semble, je dis bien qui semble privilégier son pouvoir à toute autre considération. Et donc, quand on voit la signature de l'accord de paix, soi-disant accord de paix avec le Rwanda, on se rend bien compte que les victimes n'obtiendront pas justice. Et puis, comment on va le faire? Puisque il faut rappeler que dans le cadre de cet accord, il y a la promotion d'investissements au niveau régional, d'investissements économiques au niveau régional, de ce qu'on appelle l'intégration économique régionale. On va le faire avec le Rwanda. Donc vous vous rendez compte que le Rwanda fait la guerre à la RDC pour avoir droit, pour maintenir son hégémonie sur les deux Kivu, dans une certaine mesure, et piller les ressources naturelles de ce pays. Et dans l'accord de paix, pour récompenser le Rwanda, on va ouvrir les recherches du Congo à ce même Rwanda qui le pille ou l'exploite de manière illicite depuis bien longtemps. Donc, je ne vois pas dans ces conditions comment on peut, d'une part, vouloir rendre justice aux victimes congolaises en condamnant certains responsables rwandais et entre-temps faire des affaires avec le même Rwanda sur les ressources naturelles du Congo. Ça me paraît assez incompatible.